Au terme des dispositions constitutionnelles, la police nationale congolaise est apolitique. Elle est au service de la nation congolaise et nul ne peut la détourner à ses propres fins. Voilà pourquoi vous devez servir la nation en ayant ces dispositions en vous, tout en restant fidèle à tenir à vos engagements vis-à-vis de la nation congolaise, et c'est à ce titre que votre loyauté sera prouvée et méritée. De manière générale, la règle sera le concours, le recrutement compétitif, le rajeunissement compétitif, offrir la chance ou toutes les chances à tous les jeunes. L'enfant d'une maman maraîchère doit avoir le même droit, les mêmes chances que celui d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire. D'abord par le sérieux que Raxio a mis pour ce site, ce data center, qui est finalement le tout premier, en tout cas, de cette qualité, ici en RDC. Et donc, au-delà de ça, je me rends compte que la dématérialisation globale vers laquelle nous allons tous nécessite effectivement que le stockage se fasse de la très bonne manière, et cette fois-ci à proximité. On n'a pas besoin que nos données fassent le tour du monde avant de nous revenir. Et le plus important, c'est aussi la fiabilité. Parce que je crois que si je ne m'abuse, le DG va me contredire, c'est à peu près une fiabilité qui est de l'ordre de 99,98%. Et j'ai envie de dire que demande le peuple. Au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Omeli boni no esali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Bonsoir à tous. Nous voici pour une nouvelle session d'information sur la PSB Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de ce soir, le Fonds monétaire international verse la dernière tranche du plan d'aide à la République démocratique du Congo évalué à 1,5 milliard de dollars dans le cadre de la 6e et dernière revue de ces plans qui a été favorablement évaluée hier 3 juillet 2024 à Washington aux États-Unis d'Amérique. Plus de 500 ménages sont sans abri à Bukavu depuis hier 3 juillet 2024 de suite d'un nouvel incendie qui s'est déclaré dans la commune d'Ibanda. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, accompagné de ses 2 vice-ministres, a présidé la cérémonie de prise d'armes. C'était au commissariat général de la police à Kinshasa. Bonsoir à tous. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la séance de la première réunion du comité de conjoncture économique. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment la stabilisation du cadre macroéconomique. Le point avec le ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, au sortir justement de cette réunion. Au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans
avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international, il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ce résultat encourageant, Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays, et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais, et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Et à cet effet, justement, une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique demandant à Monsieur le ministre des Finances et à Monsieur le ministre du Budget de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024, la situation des finances publiques de la manière la plus exacte possible, la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises, tant du côté budgétaire que du côté monétaire, en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Il est évident que même si la réunion à laquelle nous venons de prendre part, vous connaissez l'intitulé, c'est un comité de conjoncture économique, donc nous examinons essentiellement les problèmes économiques, mais il y a bien un lien entre la situation sécuritaire parce qu'il y a des pertes de recettes publiques à cause de la présence de ces forces négatives à certains points d'entrée dans notre pays. De la même manière qu'on note une plus forte dépréciation de la monnaie nationale dans ces régions en prise à ce conflit. Et le gouvernement, tout en maintenant les efforts qu'il fait déjà pour soutenir l'effort de guerre, le gouvernement va prendre toutes les mesures nécessaires pour soulager la situation économique de nos concitoyens dans ces zones. Et puisqu'on parle finances, en bref, le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a validé hier mercredi la 6e et dernière revue du plan d'aide destiné à la République démocratique du Congo d'un montant de 1,5 milliard de dollars lancé en juillet 2021. L'accord du conseil permet le versement immédiat de 224,7 millions de dollars correspondant à la dernière tranche du plan d'aide. L'institution basée à Washington a soulevé un environnement macroéconomique difficile en RDC, notamment du fait de la crise humanitaire dans la partie est du pays, selon les communiqués qui a été rendu public, mais a révélé cependant que les autorités ont maintenu une politique macroéconomique prudente tout en réussissant à améliorer la mobilisation des recettes domestiques qui demeure sensible aux fluctuations de cours internationaux de matières premières. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, accompagné de ses deux vice-ministres, a présidé cet après-midi la cérémonie de prise d'armes de la police. C'était au commissariat général de la police à Kinshasa. Prenant la parole, le patron de la territoriale a dévoilé son plan d'action qui comprend entre autres l'amélioration des salaires des policiers, la construction des casernes et des camps. Il a par ailleurs rappelé les caractères apolitiques de la police nationale. On écoute l'extrait de son discours. Au terme des dispositions constitutionnelles, la police nationale congolaise est apolitique.
Elle est au service de la nation congolaise et nul ne peut la détourner à ses propres fins. Voilà pourquoi vous devez servir la nation en ayant ces dispositions en vous, tout en restant fidèle à tenir à vos engagements vis-à-vis de la nation congolaise, et c'est à ce titre que votre loyauté sera prouvée et méritée. Et dans un autre chapitre, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboua, était présent à l'École nationale d'administration pour s'assurer du bon déroulement de l'épreuve orale et ainsi veiller à la mise en œuvre des directives visant l'érajeunissement qualitatif et à rendre plus compétitive l'admission au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo. On l'écoute. De manière générale, la règle sera le concours, le recrutement compétitif, le rajeunissement compétitif, offrir la chance ou toutes les chances à tous les jeunes. L'enfant d'une maman maraîchère doit avoir le même droit, les mêmes chances que celui d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire. Rajeunissement qualitatif et compétitif au sein de l'administration publique, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, veille sur la mise en œuvre des directives données. Pas de favoritisme ni clientélisme dans le recrutement des futurs élèves de l'École nationale d'administration publique. Et le lundi 1er juillet 2024, le patron de l'administration publique congolaise a effectué une visite surprise à l'ENA pour s'imprégner du bon déroulement de l'épreuve orale, l'une des étapes pour l'admission à l'ENA. Pour Jean-Pierre Liaou, l'opportunité doit être donnée à chaque candidat de concourir à armes égales. Fini le temps des recommandations et des privilèges. Tout Congolais, où qu'il se trouve, doit bénéficier de mêmes droits et la chance doit être accordée à tous sans discrimination. Sans vouloir le vanter, l'actuel ministre a fait ses preuves. La méritocratie, ici c'est pas le fils de, la fille de recommandation. Moi je connais personne. J'ai passé ma dissertation, j'ai réussi et aujourd'hui je passe l'épreuve alors que je ne connais personne ici. Ça c'est à féliciter et ça me donne le courage de continuer. Je suis un environnementaliste de formation, mais aujourd'hui il est toujours indispensable de servir son pays d'une manière ou d'une autre. Et pour moi je pense que passer par cette école et intégrer l'administration publique demeure pour moi un réel enjeu d'avenir. Après l'épreuve orale qui s'est déroulée en toute transparence, l'ENA va retenir 100 élèves qui vont se distinguer parmi les 300 retenus pour cette épreuve, d'où la nécessité de la descente sur terrain effectuée par le patron de l'administration publique Jean-Pierre Liaou pour faire le suivi. Pour sa part, le ministre de Poste, télécommunications et numérique, Augustin Kibasa Maliba, a effectué hier mercredi 3 juillet 2024 à Kinshasa une visite d'inspection dans les installations des Raxo Data Center, une entreprise spécialisée dans la construction et la gestion opérationnelle des centres des données dont l'inauguration est prévue dans le tout prochain jour. D'abord par le sérieux que Raxo a mis pour ce site, ce data center, qui est finalement le tout premier, en tout cas, de cette qualité, ici en RDC. Et donc, au-delà de ça, je me rends compte que la dématérialisation globale vers laquelle nous allons tous nécessite effectivement que le stockage se fasse de la très bonne manière, et cette fois-ci à proximité. On n'a pas besoin que nos données fassent le tour du monde avant de nous revenir. Et le plus important, c'est aussi la fiabilité. Parce que je crois que si je ne m'abuse, le DG va me contredire, c'est à peu près une fiabilité qui est de l'ordre de 99,98%. Et j'ai envie de dire que demande le peuple. Donc pour nous, c'est vraiment un premier pas, un pas important vers la transformation numérique que le président de la République n'a cessé de dire parce qu'il lie toujours cette transformation au développement du pays dans tous les secteurs. Et donc pour nous, c'était important de voir ces genres de data centers, et c'est le premier, mais je crois que la République en a besoin de beaucoup plusieurs, parce que bon, comme j'aime le dire d'ailleurs, nous sommes un grand pays au centre de l'Afrique, qui constitue pratiquement un hub naturel, avec ces 9 pays limitrophes, et donc nous sommes obligés, pour faire de ce pays, qui est potentiellement le plus beau du monde, je l'ai dit avec beaucoup de fierté, il faut qu'on arrive à concrétiser cette beauté de la République démocratique du Congo. Et moi, je suis fier de voir que pendant la visite, le DG qui est à ma gauche
est un Congolais et on sent qu'il est outillé, il connaît ce secteur. Et donc, c'est pour moi l'occasion peut-être de lancer un appel à d'autres Congolais, de dire attention, l'avenir, c'est la data, l'avenir, c'est le numérique. Il faudrait qu'on fasse un effort pour que beaucoup de nos jeunes, d'ailleurs il y en a plusieurs, mais d'autres doivent suivre, puissent se lancer dans ce secteur afin que nous puissions faire effectivement de ce pays qui est le nôtre un très grand pays demain. C'était hier dans la province du Kasaï central, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, a donné les go pour la construction de la route Kananga à Kalambambouji. Retour sur cette activité à travers ce reportage. Un grand pays au grand chantier, c'est à quoi ressemble la République démocratique du Congo au deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Devant une population déterminée à en finir avec les promesses, la cérémonie de lancement de travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji de 230 km est intervenue ce mercredi 3 juillet 2024 par le ministre d'État, ministre des ITP, dans le cadre de la relance du programme sino-congolais. Le point d'entrée de la localité des Matamba, située à 20 km de la ville de Kananga, a servi de cadre à cette activité. Tout a commencé avec le mot d'accueil du gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, qui a reconnu que cette fois-ci, les travaux vont aboutir. Le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, ACGT, Nico Nzaou, est revenu, quant à lui, sur les caractéristiques de ces projets, tout en précisant que le développement de la République démocratique du Congo passera par la qualité de ses infrastructures. Confiant, les acteurs généraux adjoints de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés et les Tchingouli a au nom du directeur général de l'APCSC, Maître Freddy Odishembo et du PCA présent à cette cérémonie, reconnu la force de ces partenariats qui produira sans nul doute de bons résultats. Ces jours louables, voire indispensables pour la connectivité de la République démocratique du Congo à la République sœur d'Angola, contribuera très significativement au désenclavement du Kasaï central et favorisera les échanges commerciaux avec impact positif et significatif sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Prenons la parole en langue vernaculaire. Le ministre Alexis Guizarro a tout d'abord apaisé cette population. Il a affirmé que le financement de travaux est disponible. Cette fois-ci, ça marchera. Kananga Kalambambouji, Njila wa espoir. Kananga Kalambambouji, Njila wa salut. Eu Musangu kwa kujika. En tout cas, ce projet permettra le désenclavement de l'espace Grand Kasaï car cette route sera reliée à la nationale numéro 1 et les autres routes d'intérêt public. Dans le but d'avoir une idée claire sur la qualité des infrastructures sportives sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, et ce, après la capitale Kinshasa, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, s'est rendu au stade Patrice Emery Lumumba à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où il a palpé du doigt l'état d'avancement de travaux de ce stade qui a duré près d'une décennie. Suivez ce reportage. S'imprégner de la situation des infrastructures sportives du Congo central, notamment le stade Emery Patrice Lumumba de Matadi, en construction il y a plus d'une décennie, c'est le but principal de la mission régalienne effectuée par le ministre national du Sport et Loisirs, Didier Boudimbu, dans la ville porteuse de Matadi. Avec toute la délégation qui l'accompagne, sous la conduite du gouverneur de province, grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, le patron du secteur de sport en RDC est reçu sous l'engouement des sportifs et de la population, palper du doigt l'état d'avancement des travaux de construction et d'aménagement des pourtours, des tribunes latérales et d'honneur ainsi que différents autres compartiments dont l'exécution est l'œuvre des entreprises Sodimas et Mango Construction. Les normes techniques sont également suivies de près par le bureau technique des contrôles. Au terme de cette brève visite, les deux autorités s'engagent. Nous avons tenu une réunion avec les deux sociétés qui sont en place ici, et avec le gouverneur. Et comme moi je rentre à Kinshasa, au niveau du gouvernement national, nous allons trouver des voies et moyens pour pouvoir finir cette œuvre
car la volonté du chef de l'État est que nous puissions avoir le jeu congolais l'année prochaine. Il faut que nous puissions avoir des infrastructures, les stades, là où ces jeux-là vont se passer. Et je pense qu'on doit vraiment mettre le bouchée double de façon à ce que pour les Jeux congolais en 2025, ce stade, qu'on puisse l'utiliser. Nous, en tant que province du Congo central, nous sommes derrière en train de faire le lobby pour bousculer ce secteur de sport qui était dormant. Donc nous sommes déterminés pour rester dans la vision du chef de l'État. Ça ne suivi la visite du stade d'Amar qui doit revêtir de la pelouse synthétique, l'une des conditions d'homologation avant de terminer par le cercle Omnisport Bassin d'Amar où il exhorte les athlètes à compter sur sa politique managériale selon la vision du chef de l'État relayée en province par le gouverneur Grace Nkwanga-Maswangi Bilolo. Auparavant, une réunion d'évaluation a eu lieu dans la salle des réunions du gouvernorat de province avec toutes les parties prenantes en présence du caucus de députés nationaux et provinciaux ainsi que les experts et les représentants des entreprises de construction de stade Lumumba de Matadi, Sokol de Boma et celui d'Infouki à Kisantu. Tour de province à présent dans la province du Sud Kivu, précisément à Bukavu. C'est une triste nouvelle telle qu'en témoignent ces images. Plus de 500 ménages se retrouvent à ces jours sans abri de suite d'un nouvel incendie qui s'était déclaré hier mercredi 3 juillet 2024 dans la commune d'Ibanda. Les sinistrés appellent à l'aide des autorités. Toujours dans la province du Sud Kivu, la République démocratique du Congo perd plusieurs centaines de millions de dollars de suite de l'exploitation illégale et illicite de l'or qui ressort justement du sous-sol congolais. C'est la révélation qui a été faite récemment par le gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi après une étude menée sur place. On l'écoute dans ses propos recueillis. 147 entreprises minières existent, opèrent illégalement dans le territoire de Fizi, Mwenga et Chabunda. Ils polluent les rivières, notamment la rivière Elila et Olindi, où la vie animale et sauvage est complètement décimée, en toute impunité. Seulement parce qu'il y a des individus qui touchent des dividendes, que ce soit ici ou ailleurs, eh bien ça nous fait perdre des millions de dollars par mois. Je vous dis tout simplement que, selon des recherches conduites, une entreprise qui a installé 14 hydrauliques dans la rivière Elila, une entreprise étrangère de surcroît, génère environ 300 kilos d'or par mois. 300 kilos par mois. Alors que la société Primera Gold, qui appartient et que le président de la République a bien voulu créer pour stabiliser l'exportation de l'or, pour générer beaucoup plus d'argent à l'État, eh bien cette société n'a produit que 5000 kilos d'or en une année, alors que en un mois, ces gens ont été capables, donc des illégaux, des entreprises illégales ont été capables de produire des centaines de kilos d'or. Donc ça, voilà des défis. Ça, ce sont des choses que nous n'allons pas accepter. Nous allons prendre des mesures très rapidement par rapport à cette situation. Les routes, vous le savez, nous sommes traversés, la province du Sud Kivu est la seule province en RDC qui est traversée par 5 routes nationales. Et toutes ces routes nationales sont paralysées. Mais il faut savoir aussi que l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait un effort de signer des contrats, d'obtenir des moyens injectés dans ces routes pour qu'elles soient réhabilitées rapidement. Mais je vous dis que pour l'axe principal, par exemple, qui est un axe prioritaire, sécuritaire, Bukavu-Uvira, 110 km, il y a une entreprise internationale qui a été recrutée pour réhabiliter cette route qui revêt un caractère urgent et sécuritaire pour nous. Eh bien, cette entreprise, en 7 ans, n'a fait que 6 km. En 7 ans. Et donc, la route Bukavu-Goma et les 4 bretelles, plus 39 km de voirie urbaine, payée par la BAD, la Banque africaine de développement, c'est l'endettement de la RDC. Eh bien, en 3 ans, vous avez été tous témoins lorsque le président de la République est venu inaugurer ici à Kalambo cette route. La société a été contractée. À l'heure où nous vous parlons, cette route n'a pas commencé. Et donc, ça, c'est des choses que nous n'allons pas accepter. Nous allons, s'il faut résilier tous ces contrats, nous allons les résilier. Donc, nous allons mener un audit des infrastructures, un audit du secteur financier, parce qu'il y a aussi évaporation des recettes,
nous allons mener un audit du secteur minier et un audit du secteur foncier et agricole pour essayer de savoir qui est responsable de quoi et quelles sont les mesures à prendre pour réhabiliter tous ces secteurs afin de remettre l'État dans ses droits et l'argent dans la caisse de l'État. Voilà un peu le genre d'opportunités et des défis que j'ai évoqués. Nous sollicitons l'aide de la population, l'aide des médias, l'aide de tous les secteurs. S'il vous plaît, vous savez que le taux de paiement des taxes de l'État est de 10 à 13%. C'est-à-dire, nous payons seulement 10 à 13%. Plus de 80% des gens ne payent pas les taxes. Et je comprends qu'ils avaient peur que quand ils payaient, ça rentrait dans les poches des autorités, ça ne faisait rien. Eh bien, nous encourageons les gens au civisme fiscal. Que les gens acceptent de payer cette fois-ci. Et nous promettons de gérer dans la transparence. Tout l'argent qui va sortir, nous allons le rendre public, sur la place publique, à travers des écrans géants, pour dire le marché des Kadoutou a rapporté ce mois-ci autant. La Bralima a payé autant. Nous allons afficher ça. Les taxes ont rapporté autant. L'impôt sur les revenus locatifs a ramené autant. Et donc voilà un peu comment nous allons travailler. Et nous allons vous appeler, vous, la société civile, pour venir participer à la sélection des priorités pour gérer cet argent. Donc voilà le grand message. L'autre message, c'est une chance pour cette province. Nous avons la chance unique. La première ministre, la première femme ministre, premier ministre de l'histoire de notre pays va arriver pour la première fois dans notre province demain. Donc son Excellence Madame Souminoua Judith sera ici parmi nous. Donc nous demandons à ce que, comme vous avez fait le sacrifice aujourd'hui, vous le fassiez encore demain, allez l'attendre massivement. Et elle ne vient pas seule, elle sera accompagnée avec des équipes d'autres ministres, notamment Aimé Bodji du budget, notamment le ministre de l'Intérieur, le VPM, vice-premier ministre de l'Intérieur, et beaucoup d'autres ministres. Donc c'est une chance pour la province. Essayons de montrer qu'on est derrière ce gouvernement, derrière elle, derrière cette première femme, première ministre. Elle viendra, elle va voir les victimes de secousses des incendies que nous avons vécus. Et croyez-moi, nous avons un programme spécial. Elle vient appuyer la reconstruction, le développement. Elle vient lancer le go. Et c'est la première province, c'est sa première sortie officielle. Rendons-nous à présent dans la province de Haut-Ouélé où le sergent Modjes Dralé et le soldat de première classe Dissé Pado, tous deux policiers sud-soudanais munis de 2 armes de type AK-47 avec 57 balles dans leurs différents chargeurs ou magasins. Pour les spécialistes, ont été arrêtés par les éléments du bataillon de force d'intervention régionale FIR du secteur opérationnel Ouélé des forces armées de la République démocratique du Congo dans le village Waliwa du territoire de Faradje. Nous sommes justement dans la province de Haut-Ouélé. Pour la petite histoire, les 2 policiers sud-soudanais avaient pénétré les territoires congolais dans le but de kidnapper un sujet congolais. Ils ont été transférés à Dourba dans les territoires de Ouacha. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu. En bref, 25 militaires du commandement Front Nord sont condamnés à la peine de mort pour fuite devant l'ennemi à Lubero. Cette décision émane du tribunal militaire de garnison de Butembo qui a condamné hier mercredi justement à la peine de mort 25 militaires pour dissipation de munitions de guerre, fuite devant l'ennemi et violation des consignes. Le commandant magistrat Biamungu Bunanira a condamné à 10 ans de servitude pénale principale un soldat pour vol qualifié. 4 autres femmes épouses de militaires ont été libérées car selon le tribunal, leur implication n'a pas été approuvée. Pendant ces temps à Kinshasa, le projet Métrokin initié par le gouvernement central prend de plus en plus corps. Ces projets grandioses aura besoin de l'électricité pour sa mise en œuvre. Voilà qui justifie les échanges qu'il y a eu lieu ici dans la capitale entre le ministre des Ressources hydrauliques Teddy Luamba et les comités directeurs de ces grands projets. Suivez. Le projet Métrokin est une priorité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo.
Le ministre congolais des Ressources hydrauliques et de l'électricité a eu des discussions fructueuses avec la délégation du projet Metrokin mardi 2 juillet à Kinshasa. Teddy Luamba, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité et ses invités ont échangé sur la mise en œuvre des activités de ces grands projets visant à moderniser les transports ferroviaires urbains à Kinshasa qui nécessitent également de l'électricité. À l'issue de ces discussions, Eric Onepunga, directeur général des Metrokin, a rassuré les principaux points abordés avec le ministre. Notre entretien a tourné autour d'un sujet majeur qui est de l'électricité. C'est-à-dire nos trains seront des trains électriques et nous devons, dès l'instant que nous mettons ça en place, prévoir, trouver des solutions en ce qui concerne l'énergie électrique. Nous sortons de cette réunion avec un sentiment de satisfaction. L'autorité nous a vraiment compris et il a promis une solution quant à cela. Outre le directeur général Eric Onepunga, le président du conseil d'administration Constant Omari faisait également partie de la délégation du projet Metrokin. Le projet Metrokin vise à moderniser le transport ferroviaire urbain de Kinshasa en complément des services de transport existants afin de répondre aux importants besoins de mobilité dans la ville-province de Kinshasa. En sport, pour finir, les tirages au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025 a eu lieu cet après-midi à Johannesburg en Afrique du Sud. L'on trouve dans le groupe A la Tunisie, le Madagascar, le Comores et la Gambie. Dans le groupe B, l'on trouve le Maroc, les Gabon, la République centrafricaine et la Lesotho. Dans le groupe C, il y a l'Égypte, le Cap-Vert, la Mauritanie et le Botswana. Dans le groupe 2, cependant, l'on trouve le Nigeria, le Bénin, la Libye et le Rwanda. Le groupe E compte en son sein l'Algérie, la Guinée équatoriale, les Togo et le Libéria. Le groupe F, cependant, regroupe le Ghana, l'Angola, le Soudan et le Niger. Dans les groupes G, l'on trouve la Côte d'Ivoire, la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Dans les groupes H, il y a la République démocratique du Congo, la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Dans les groupes I, cependant, l'on trouve les Mali, la Mozambique, le Guinée-Bissau et les Swatini. Dans les groupes J, il y a le Cameroun, le Namibie, le Kenya et le Zimbabwe. Dans les groupes K, cependant, figurent l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la République du Congo et le Sud-Soudan. Les derniers groupes, c'est évidemment le groupe L qui regroupe en son sein le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et le Burundi. Voilà, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci à vous de nous avoir suivis, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Les Fonds monétaires internationaux versent la dernière tranche du plan d'aide à la République démocratique du Congo évaluée à 1,5 milliard de dollars dans le cadre du 6e revue du plan d'aide. Puis, un nouvel incendie s'est déclaré hier mercredi soir à Bukavu dans la commune d'Ibanda. Cet incendie laisse plus de 500 ménages sans abri. Pendant ce temps à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, accompagné de ses deux vice-ministres, a présidé la cérémonie de prise d'armes. C'était au commissariat général de la police à Kinshasa. Le patron de la territoriale a décliné sa vision qui comporte entre autres l'amélioration des salaires des policiers et la construction des casernes et des camps. Voilà, c'est par ici que s'achève cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Les rendez-vous est donc pris pour demain pour un nouveau numéro de votre magazine d'information. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait.